La forêt semblait retenir son souffle, comme si elle pressentait que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Manon avançait prudemment entre les branches basses, jetant des regards inquiets autour d'elle, tandis que Sophia tentait de capter le moindre signal sur son téléphone, levant les yeux vers la cime des arbres avec une obstination presque désespérée. À ce moment-là, leur décision de grimper plus haut n'était pas seulement un choix pratique, mais une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappait. Le vent faisait vibrer les feuillages au-dessus d'elles, et chaque craquement semblait annoncer un danger invisible que ni l'une ni l'autre ne voulait vraiment nommer. Pendant ce temps, au Calésia, l'atmosphère était tout aussi tendue, mais d'une manière différente, plus sourde, plus insidieuse. Jordan, chargé de distribuer des bougies et de l'eau aux clients coincés dans l'hôtel, accomplissait sa tâche avec sérieux, mais son esprit restait en alerte, comme s'il pressentait que quelque chose clochait. En passant devant la chambre de Quentin et Léa, un détail attira immédiatement son attention. Ce n'était pas un geste brusque, ni une scène spectaculaire, mais une absence, une incohérence presque anodine en apparence, la telle que Léa portait jusque-là avait disparu. Ce simple élément suffisait à éveiller chez Jordan une méfiance instinctive. C'est alors que son regard se fit plus attentif, presque analytique. Chaque mouvement, chaque hésitation dans l'attitude de Léa lui sembla soudain suspect. Derrière l'apparente banalité de la scène, il percevait une tension mal dissimulée, une sorte de fragilité dans leur mise en scène qui ne demandait qu'à être exposée. Sans perdre de temps, il alerta Aurore, qui arriva avec cette assurance caractéristique des enquêteurs habitués à lire entre les lignes. Son regard balaya la pièce, captant les détails invisibles pour les autres, et en quelques secondes, elle comprit que ce qu'elle avait devant elle n'était pas un simple couple pris dans une situation difficile. La pression qu'elle exerça ne passa pas par des cris ou des menaces, mais par une précision implacable. Elle posa les bonnes questions, celles qui obligent à répondre, celles qui fissurent les mensonges sans même élever la voix. Peu à peu, la façade de Quentin et Léa commença à se désagréger. Dans le même temps, la vérité éclata, brutale dans sa simplicité. Ils n'étaient pas mariés, pas même réellement liés par autre chose qu'un objectif commun, voler. Leur relation n'était qu'un arrangement, une stratégie pour passer inaperçue, pour manipuler les apparences et exploiter la confiance des autres. Léa, quant à elle, n'était pas une victime comme elle le prétendait. L'attelle qu'elle portait n'était qu'un leurre, un cache parfait pour dissimuler les bijoux volés. Ce détail, si ingénieux en apparence, révélait en réalité une préméditation froide, presque méthodique, qui ne laissait aucune place à l'improvisation. Pourtant, malgré l'évidence de leur culpabilité dans les vols, un point restait trouble, et c'était celui qui obsédait réellement Aurore. Lorsqu'elle évoqua la mort de Lucas, leur réaction ne correspondait pas à celle de coupables pris au piège. Il y avait de la peur, certes, mais pas cette panique spécifique qui accompagne un meurtre. À ce moment-là, Aurore comprit qu'elle se trouvait face à une vérité fragmentée. Quentin et Léa mentaient, mais pas surtout. Et cette nuance, cette fissure dans leur culpabilité apparente, était peut-être la clé qui permettrait de remonter jusqu'au véritable responsable. Elle décida alors de les maintenir sous surveillance stricte, sans les arrêter immédiatement. C'était un pari risqué, mais calculé. Elle savait que dans ce genre d'affaires, la précipitation pouvait faire disparaître les éléments les plus importants, ceux qui ne se révèlent qu'avec le temps. Pendant ce temps, Victor se retrouvait enfin seul dans sa chambre, et son attitude changea instantanément. L'homme sûr de lui laissa place à une inquiétude plus profonde, presque nerveuse. Il se précipita vers son ordinateur, comme si ce qu'il contenait représentait bien plus qu'un simple outil. Lorsqu'il tenta d'accéder aux données de sa clé USB, une frustration brutale le submergea. L'appareil ne répondait pas comme prévu, et cette défaillance technique, en apparence banale, prenait soudain une dimension inquiétante. Pour Victor, ce n'était pas un simple bug, mais une menace. Dans le même temps, l'arrivée d'Adélaïde introduisit une nouvelle tension, plus subtile. Elle lui apportait des informations sur l'enquête d'Aurore, mais derrière ses paroles se cachait une forme d'observation attentive, comme si elle cherchait à comprendre les réactions de Victor plus que la situation elle-même. Pendant ce temps, dans la forêt, l'équilibre fragile sur lequel reposait Sophia céda brutalement. Le craquement sec des branches résonna comme une rupture définitive, et en une fraction de seconde, le monde bascula. Le corps de Sophia fut projeté vers le sol, écrasé par la violence de la chute. L'impact fut d'une brutalité silencieuse, presque irréelle. Manon resta figée un instant, incapable de comprendre ce qui venait de se produire, avant que la réalité ne s'impose avec une violence écrasante. Sa sœur était piégée sous un tronc massif, immobile, vulnérable. À ce moment-là, le temps sembla se dilater.
Chaque seconde devenait une éternité, chaque respiration un effort. Manon tenta de soulever la branche, mais l'évidence de son impuissance la frappa immédiatement. Ce qu'elle affrontait dépassait ses forces, dépassait même sa compréhension. La panique monta, brutale, incontrôlable. Pourtant, au lieu de céder totalement, elle s'accrocha à une seule chose, agir. Appeler à l'aide devint une nécessité vitale, presque instinctive. Sa voix, tremblante mais déterminée, brisa le silence de la forêt. Très vite, Aurore et William arrivèrent, attirés par cet appel chargé d'urgence. En découvrant la scène, leur réaction fut immédiate, mais profondément différente. William, médecin avant tout, analysa la situation avec précision, tandis qu'Aurore, en tant que mère, ressentit un choc plus viscéral. Dans le même temps, une vérité s'imposait à eux, le temps jouait contre Sophia. Chaque minute passée sous ce poids augmentait le risque de complications irréversibles. Il fallait agir, vite, mais surtout efficacement, sans commettre d'erreur. C'est alors qu'Adélaïde proposa une solution inattendue, presque improvisée, mais porteuse d'espoir. Utiliser le quad comme levier n'était pas une idée évidente, mais dans cette situation extrême, elle représentait peut-être leur seule chance. Cependant, même cette solution nécessitait un élément essentiel, une source d'énergie. Et c'est là que Sylvain intervint, apportant une contribution décisive en récupérant les batteries des vélos électriques de l'hôtel. Ce geste, en apparence simple, devenait soudain crucial. Dans ce moment suspendu entre espoir et désespoir, tous se mirent à travailler ensemble, unis par un seul objectif. Les tensions, les doutes, les conflits passaient au second plan. Il n'y avait plus qu'une priorité, sauver Sophia. Finalement, après un effort intense, presque surhumain, le tronc se souleva légèrement. Ce mouvement, infime mais déterminant, permit d'extraire Sophia. Mais la victoire fut immédiatement teintée d'inquiétude, car son état semblait bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Son corps, libéré mais inerte, ne réagissait pas comme attendu. Son souffle était irrégulier, son regard absent. À cet instant précis, une peur profonde s'installa dans les yeux d'Aurore, celle de perdre sa fille. Pendant ce temps, loin de cette urgence vitale, Alex avançait dans une autre forme de tourment, plus silencieuse mais tout aussi déstabilisante. Au hall, son comportement ne passait pas inaperçu, et Chloé, fidèle à son instinct, comprit immédiatement que quelque chose le perturbait. Mais Alex, incapable de formuler clairement ses pensées, préféra nier l'évidence. Pourtant, au fond de lui, une question ne cessait de revenir, obsédante, insistante, et si Milo était son fils ? Le silence qui suivit l'extraction de Sophia n'avait rien d'apaisant. Il était lourd, oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle face à l'état de la jeune femme. Aurore se pencha immédiatement vers sa fille, ses gestes rapides trahissant une urgence qu'elle refusait de laisser transparaître dans sa voix. À ce moment-là, deux réalités se superposaient en elle avec une violence déstabilisante. Il y avait la policière, formée à garder son sang-froid dans les situations critiques, et il y avait la mère, confrontée à la fragilité insoutenable de son enfant. Cette dualité la traversait sans lui laisser le moindre répit. William, lui, bascula instinctivement dans son rôle de médecin. Son regard se posa sur chaque détail, la respiration irrégulière, la pâleur du visage, la tension des membres. Il analysait, évaluait, mesurait les risques, comme pour compenser l'impuissance qu'il ressentait en tant que père. Dans le même temps, Manon restait légèrement en retrait, incapable de détacher ses yeux du corps immobile de sa sœur. La scène se rejouait en boucle dans son esprit, chaque craquement, chaque mouvement, comme si elle cherchait inconsciemment le moment précis où elle aurait pu empêcher la chute. La culpabilité s'installait déjà, insidieuse, se mêlant à la peur. Elle n'osait pas parler, pas encore, de peur que ses mots ne brisent l'équilibre fragile qui maintenait encore Sophia entre conscience et inconscience. Elle observait, figée, comme si le moindre geste pouvait aggraver la situation. Pendant ce temps, Aurore tentait de garder le contrôle, mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. Chaque seconde sans réaction claire de Sophia amplifiait une angoisse qu'elle connaissait trop bien, celle qui ne laisse aucune place à la rationalité, celle qui réduit tout à une seule question. Va-t-elle s'en sortir ? C'est alors que Sophia eut un léger mouvement, presque imperceptible. Ce frémissement, minuscule, suffit à raviver un espoir immédiat, brutal. Aurore se rapprocha encore, cherchant un signe, une réponse, quelque chose à quoi se raccrocher. Mais cet espoir fut aussitôt tempéré par l'absence de réaction cohérente. Le corps de Sophia semblait lutter, sans parvenir à reprendre le dessus. Cette lutte invisible, silencieuse, devenait presque plus terrifiante que l'immobilité elle-même. Dans le même temps,
la tension autour d'eux ne cessait de monter. Lockwood, encore en place, témoignait de l'effort collectif qui avait permis de libérer Sophia, mais il ne représentait qu'une étape. Le vrai combat commençait maintenant, et il se jouait à un niveau bien plus incertain. William prit une décision rapide, dictée par l'urgence médicale. Il fallait la déplacer, mais avec précaution. Chaque geste devait être calculé, chaque mouvement anticipé. Le moindre faux pas pouvait aggraver des blessures invisibles, potentiellement irréversibles. Aurore acquiesça sans discuter, mais à l'intérieur, tout résistait. L'idée même de toucher Sophia, de la bouger, lui donnait l'impression de prendre un risque insupportable. Pourtant, elle savait qu'il n'avait pas le choix. Dans ce moment suspendu, le groupe se transforma en une unité parfaitement coordonnée. Chacun avait un rôle, une fonction, et pour quelques instants, les émotions furent mises de côté. L'urgence imposait une discipline que tous acceptaient sans même la questionner. Pendant ce temps, au Calésia, l'enquête suivait un rythme tout aussi tendu, mais sur un terrain différent. Aurore avait laissé derrière elle Quentin et Léa sous surveillance, mais leur présence continuait de peser sur ses réflexions, même à distance. Leur aveu partiel ne résolvait rien, au contraire. Il ouvrait une nouvelle série de questions, plus complexes, plus troublantes. Si ces deux-là n'étaient pas responsables de la mort de Lucas, alors qui? Et surtout, pourquoi tout semblait converger vers des vérités incomplètes? Dans le même temps, Victor, toujours enfermé dans sa chambre, tentait désespérément de comprendre ce qui se passait avec son ordinateur. Ce dysfonctionnement n'était pas anodin pour lui. Il représentait une perte de contrôle, quelque chose qu'il ne supportait pas. Son agitation trahissait une inquiétude profonde, bien plus importante que ce qu'il laissait habituellement paraître. Chaque tentative infructueuse renforçait cette tension, comme si le contenu de cette clé USB était lié à quelque chose de crucial, quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Lorsqu'Adélaïde revint vers lui, l'atmosphère changea immédiatement. Elle n'était pas simplement porteuse d'informations, elle observait, analysait, cherchant à comprendre ce qui se jouait réellement derrière les apparences. Dans le même temps, leurs échanges restaient mesurés, presque prudents. Aucun ne révélait tout, chacun gardait une part de réserve, comme si la confiance entre eux n'était qu'apparente, fragile, prête à se briser au moindre faux pas. Pendant ce temps, au hall, Alex faisait face à une réalité beaucoup plus intime, mais tout aussi déstabilisante. La question qui le hantait ne cessait de revenir, plus insistante à chaque instant. Ce doute, qu'il avait d'abord tenté d'ignorer, prenait désormais toute la place. Lorsqu'il se décida enfin à affronter Sonia, ce ne fut pas par courage, mais par nécessité. Il ne pouvait plus rester dans l'incertitude, pas avec une question aussi lourde de conséquences. Chaque scénario qu'il imaginait le conduisait à une conclusion différente, et aucune ne lui apportait de paix. Sonia, de son côté, ne laissa aucune place au doute. Sa réponse fut claire, directe, presque tranchante. Alex n'était pas le père de Milo. Cette affirmation, pourtant censée le soulager, ne produisit pas l'effet attendu. À ce moment-là, un étrange mélange d'émotions l'envahit. Il y avait du soulagement, bien sûr, mais aussi une forme de déception qu'il n'osait pas s'avouer. L'idée d'avoir un fils, même inattendu, avait éveillé en lui quelque chose de profond, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans le même temps, Sonia expliqua la vérité sur le père de Milo, un homme absent, presque effacé de l'histoire. Cette absence donnait encore plus de poids aux interrogations du garçon, à ce besoin de comprendre d'où il venait, à qui il appartenait. Alex comprit alors que le problème ne se limitait pas à lui. Il s'agissait de Milo, de son besoin de réponse, de cette quête identitaire qui pouvait le fragiliser bien au-delà de ce qu'un enfant devrait supporter. Lorsque Sonia lui demanda de prendre ses distances, la demande fut difficile à accepter, mais parfaitement logique. Elle voulait protéger son fils, éviter qu'il ne se construise sur une illusion. Et Alex, malgré ses propres sentiments, ne pouvait que reconnaître la justesse de cette décision. Dans le même temps, cette distance imposée créait un vide inattendu. Ce lien naissant, même basé sur un malentendu, avait déjà commencé à s'installer. Et maintenant, il devait y renoncer, comme s'il n'avait jamais existé. Plus tard, en se confiant à Karim, Alex cherchait moins des conseils que du soutien. Il avait besoin de partager ce poids, de ne pas le porter seul. Karim, fidèle à lui-même, resta pragmatique, mais son regard trahissait une compréhension sincère. Il savait que cette situation dépassait la simple question de paternité. Elle touchait à quelque chose de plus profond, à ce que signifie être père, à la place que l'on choisit ou que l'on nous impose dans la vie d'un enfant. Pendant ce temps, une scène anodine en apparence allait donner une nouvelle dimension à toute cette histoire. En allant chercher Nina, Karim surprit Milo en train de parler avec sa mère,
insistant encore, sur la même question. Ce n'était pas une simple curiosité, mais une obsession. Une quête qui ne trouvait pas de réponse et qui, à force de se répéter, risquait de devenir une blessure durable. Karim observa la scène en silence, conscient qu'il venait d'assister à quelque chose de bien plus important qu'une simple conversation. À ce moment-là, il comprit que cette histoire ne faisait que commencer. Et que, malgré les apparences, Alex ne pourrait pas rester indifférent très longtemps. Le déplacement de Sofia s'effectuait dans une tension extrême, chaque geste mesuré comme s'il pouvait décider de l'issue de la situation. William donnait des instructions précises, sa voix maîtrisée contrastant avec le tumulte intérieur qui le traversait, tandis qu'Aurore restait concentrée, refusant de laisser ses émotions prendre le dessus. À ce moment-là, tout semblait reposer sur un équilibre fragile. Le moindre faux mouvement pouvait aggraver l'état de Sofia, et cette pensée s'imposait à chacun avec une clarté presque écrasante. Le silence autour d'eux n'était plus seulement une absence de bruit, mais une pression constante. Dans le même temps, Manon continuait de suivre chaque geste, incapable de détourner le regard. Elle observait ses parents agir avec une précision presque mécanique, et cette maîtrise apparente ne faisait qu'accentuer son propre sentiment d'impuissance, comme si elle se retrouvait soudain reléguée en dehors de l'action. La culpabilité, elle, ne cessait de grandir. Chaque image de la chute de Sofia revenait avec une netteté insupportable. Elle se demandait si une parole différente, un geste plus rapide, aurait pu changer le cours des événements. Mais ces questions restaient sans réponse, enfermées dans un cercle sans issue. Pendant ce temps, Aurore tentait de garder une distance émotionnelle, mais cette barrière commençait à se fissurer. Voir Sofia ainsi, vulnérable, inerte, réveillait une peur primitive qu'aucune formation, aucune expérience ne pouvait réellement contenir. Elle s'efforçait de rester dans l'action, de se raccrocher aux consignes de William, mais son regard revenait sans cesse au visage de sa fille, cherchant un signe, un mouvement, une preuve que tout n'était pas en train de basculer. C'est alors que Sofia eut un sursaut, un réflexe involontaire qui sembla traverser son corps comme une décharge. Ce mouvement, inattendu, provoqua un espoir immédiat, presque violent, chez Aurore, qui se pencha encore davantage vers elle. Mais cet espoir fut aussitôt tempéré par la réalité. Ce n'était pas un signe de reprise, mais une réaction incontrôlée, un signal que quelque chose n'allait pas. William comprit immédiatement, et son expression se durcit, laissant apparaître une inquiétude qu'il ne pouvait plus masquer totalement. Dans le même temps, le temps semblait s'accélérer. Chaque seconde comptait, chaque décision devenait cruciale. L'urgence ne laissait plus de place à l'hésitation, et pourtant, le moindre choix pouvait avoir des conséquences irréversibles. Aurore sentit alors une montée de panique qu'elle ne parvenait plus à contenir complètement. Elle tenta de la refouler, de la canaliser, mais son regard trahissait une peur brute, instinctive, celle d'une mère confrontée à la possibilité de perdre son enfant. Dans un effort presque désespéré, elle appela Sofia, cherchant à la ramener à elle par la seule force de sa voix. Mais la réponse ne vint pas, et ce silence, plus que tout le reste, fut insupportable. Pendant ce temps, William imposa un rythme plus rapide. Il fallait sortir de là, atteindre un endroit plus sécurisé, où il pourrait agir plus efficacement. La forêt, qui jusque-là avait semblé être un simple décor, devenait maintenant un obstacle. Dans le même temps, chaque pas semblait plus lourd, plus difficile. Le terrain irrégulier, les branches, les racines, tout compliquait leur progression. Et pourtant, ils avançaient, portés par une seule idée, ne pas s'arrêter. Manon, elle, suivait sans réfléchir, guidée par une énergie nouvelle, presque instinctive. La peur avait laissé place à une détermination brute. Elle n'était plus spectatrice, elle faisait partie de ce mouvement, de cette lutte contre le temps. Pendant ce temps, au Calésia, la situation semblait plus calme en apparence, mais une tension invisible continuait de circuler. Victor, toujours face à son ordinateur, s'enfonçait dans une frustration grandissante. Ce qui aurait pu être un simple problème technique prenait une dimension bien plus inquiétante. L'accès aux données de sa clé USB semblait compromis, et cette impossibilité le plaçait dans une position qu'il ne contrôlait plus. À ce moment-là, son agitation devenait révélatrice. Victor n'était pas un homme facilement déstabilisé, mais cette situation faisait apparaître une faille. Quelque chose, dans ces données, était suffisamment important pour provoquer cette réaction. Dans le même temps, l'attitude d'Adélaïde ne passait pas inaperçue. Elle observait, attentive, presque silencieuse, comme si elle cherchait à relier les éléments entre eux. Son regard ne se limitait pas à l'enquête officielle, il allait au-delà. Leur échange, en apparence anodin, était en réalité chargé de sous-entendus.
Chacun avançait ses informations avec prudence, testant la réaction de l'autre, mesurant ce qui pouvait être dit et ce qui devait rester caché. Pendant ce temps, Aurore, bien que physiquement éloignée, restait au centre de cette toile complexe. Son intuition lui disait que les pièces ne s'assemblaient pas encore correctement, que quelque chose lui échappait. Mais pour l'instant, toute son attention était concentrée ailleurs, sur une urgence bien plus immédiate. Sophia restait sa priorité absolue, et tout le reste passait au second plan. Dans le même temps, la progression dans la forêt atteignait un point critique. L'effort commençait à peser sur tous, et l'état de Sophia ne montrait pas d'amélioration claire. Chaque respiration semblait plus fragile que la précédente. Aurore sentit alors une fissure se former en elle, plus profonde que les précédentes. Ce n'était plus seulement de la peur, mais une perte de contrôle progressive. Elle ne pouvait plus se contenter d'être une observatrice active, elle était entièrement impliquée. C'est alors que, pour la première fois, sa voix trembla réellement. Ce détail, presque imperceptible, marquait une rupture. La policière expérimentée laissait place à la mère, et cette transformation changeait tout. Dans le même temps, William comprit qu'il devait compenser cette fragilité. Il prit davantage de décisions, accéléra le rythme, structura les actions. Leur équilibre reposait désormais sur cette complémentarité, fragile mais essentielle. Pendant ce temps, au hall, Alex tentait de reprendre le cours normal de sa journée, mais son esprit restait ailleurs. La conversation avec Sonia continuait de résonner en lui, comme un écho impossible à faire taire. Ce qui le troublait le plus n'était pas seulement la réponse, mais ce qu'elle révélait en lui. Il avait envisagé, ne serait-ce qu'un instant, la possibilité d'être père, et cette idée avait laissé une trace. Dans le même temps, la scène observée par Karim avec Milo prenait une nouvelle dimension. Ce n'était plus une simple conversation, mais le signe d'un manque profond, d'une question restée sans réponse. Alex comprenait désormais que même s'il n'était pas le père, il était impliqué d'une manière ou d'une autre. Et cette implication, il ne pouvait plus l'ignorer. À ce moment-là, un lien invisible semblait se créer, fragile mais réel. Et même si la raison lui dictait de prendre ses distances, une part de lui résistait, incapable de se détacher complètement. Pendant ce temps, dans la forêt, l'urgence atteignait son paroxysme. Sophia, toujours inconsciente, semblait glisser lentement vers un état plus critique. Chaque seconde devenait une lutte, chaque respiration un enjeu. Et dans ce combat silencieux, une certitude s'imposait peu à peu à tous, rien ne serait plus comme avant. La progression dans la forêt atteignait désormais ses limites, comme si chaque pas supplémentaire exigeait un effort disproportionné par rapport aux forces restantes. Le groupe avançait pourtant, porté par une urgence devenue presque instinctive, une nécessité qui dépassait la fatigue et la peur. À ce moment-là, le corps de Sophia semblait de plus en plus fragile, comme s'il se retirait lentement du monde qui l'entourait. Sa respiration, déjà irrégulière, devenait plus faible, plus espacée, et chaque inspiration donnait l'impression d'être un combat invisible. Aurore sentit alors quelque chose basculer en elle. Ce n'était plus seulement de l'inquiétude ou de la peur, mais une angoisse profonde, viscérale, celle qui ne laisse plus de place à la maîtrise. Son regard se fixa sur le visage de sa fille, cherchant désespérément un signe de présence. Dans le même temps, elle comprit qu'elle n'avait plus le luxe de se cacher derrière son rôle. La mère prenait le dessus, écrasant la policière sous le poids d'une émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. Ce changement était brutal, irréversible. William, lui, continua d'avancer, mais son regard trahissait une tension extrême. Il savait reconnaître les signes, même les plus discrets, et ce qu'il voyait ne laissait guère de place à l'optimisme. Il ne le disait pas, mais chaque seconde confirmait la gravité de la situation. C'est alors que Sophia cessa presque totalement de réagir. Son corps, jusque-là parcouru de micro-réactions, sembla s'abandonner à une immobilité inquiétante. Ce silence physiologique, presque imperceptible, fut immédiatement perçu par William. Dans le même temps, Aurore sentit un vertige la traverser. L'espace autour d'elle semblait se déformer, comme si la réalité refusait d'être acceptée. Elle tenta de parler, d'appeler Sophia, mais sa voix se brisa avant même d'avoir trouvé sa forme. Cette rupture marquait un point de non-retour. Pour la première fois, Aurore ne contrôlait plus rien. Ni la situation, ni ses émotions, ni même sa propre voix. Tout lui échappait, et cette perte de contrôle était plus terrifiante que la situation elle-même. Manon, en observant sa mère, comprit que quelque chose venait de changer. Elle n'avait jamais vu Aurore ainsi, vulnérable, presque perdue. Cette vision la secoua profondément, mais au lieu de céder, elle trouva en elle une force nouvelle. Dans le même temps, elle s'approcha davantage, refusant de rester à distance.
Elle ne pouvait pas sauver Sophia, mais elle pouvait être là, présente, active, ancrée dans cette réalité qui menaçait de leur échapper à tous. William prit alors une décision rapide, presque brutale. Il fallait accélérer encore, quitte à prendre des risques. Rester sur place n'était plus une option. Le danger ne venait plus seulement de l'environnement, mais de l'état même de Sophia. À ce moment-là, l'équilibre entre prudence et urgence se rompit définitivement. Chaque geste devenait plus rapide, plus direct, moins contrôlé. Il n'était plus dans une gestion optimale, mais dans une course contre le temps. Pendant ce temps, au Calesia, Victor continuait de lutter contre un adversaire invisible, son propre manque de contrôle. Son ordinateur restait bloqué, et chaque tentative pour récupérer les données de la clé USB se soldait par un échec. Cette situation, en apparence anodine, révélait une tension bien plus profonde. Victor n'était pas simplement contrarié, il était inquiet. Et cette inquiétude, chez un homme habitué à tout maîtriser, prenait une dimension particulière. Dans le même temps, son comportement devenait de plus en plus révélateur. Ses gestes étaient plus brusques, ses réactions plus vives, comme si une pression intérieure ne cessait de monter. Ce n'était plus un simple contretemps, mais une menace. Adélaïde, en l'observant, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle ne connaissait pas encore la nature exacte de ce qui se jouait, mais elle percevait clairement que Victor cachait une information importante. Leur échange, toujours mesuré en apparence, prenait une tonalité différente. Chaque mot semblait peser, chaque regard analysé. La confiance n'était plus qu'une façade, et chacun avançait avec prudence sur un terrain devenu instable. Pendant ce temps, l'enquête menée par Aurore continuait d'évoluer en arrière-plan, comme une toile invisible reliant tous ces événements. Même absente, son influence persistait, ses décisions continuant d'orienter la situation. Mais dans la forêt, cette dimension semblait lointaine, presque irréelle. Tout se concentrait sur Sophia, sur sa respiration, sur ce fil fragile qui la maintenait encore du côté des vivants. À ce moment-là, Aurore tenta une dernière fois de la ramener à elle. Elle s'approcha, posa une main tremblante sur son visage, et murmura quelque chose que seule Sophia pouvait entendre. Ce n'était plus une tentative rationnelle, mais un appel pur, instinctif. Le silence qui suivit fut insoutenable. Chaque regard se tourna vers Sophia, comme suspendu à une réaction qui ne venait pas. Le temps, encore une fois, sembla se figer, étirant l'instant jusqu'à le rendre presque irréel. Puis, dans un mouvement presque imperceptible, un souffle plus marqué traversa le corps de Sophia. Ce n'était pas une amélioration nette, pas encore, mais un signe. Un signe suffisant pour raviver une lueur d'espoir. Dans le même temps, cette lueur restait fragile, instable. Rien n'était gagné, rien n'était certain. Mais dans cet instant suspendu, elle suffisait à maintenir tout le monde en mouvement. Pendant ce temps, Alex, de son côté, continuait de lutter avec une autre forme de tension, plus intérieure. La question de Milo ne cessait de revenir, comme une présence persistante qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce qui le troublait désormais, ce n'était plus seulement le doute, mais le lien qui s'était créé. Même sans être le père, il ressentait une responsabilité diffuse, difficile à définir, mais impossible à écarter. Dans le même temps, l'image de Milo cherchant des réponses, posant des questions, revenait avec insistance. Ce besoin d'identité, ce vide à combler, faisait écho à quelque chose de profond chez Alex. À ce moment-là, il comprit que la distance imposée par Sonia ne suffirait pas à effacer ce lien. Quelque chose s'était enclenché, et il ne pouvait plus faire comme si rien n'avait changé. Pendant ce temps, dans la forêt, la progression reprenait, portée par cet espoir fragile. Sophia était toujours entre deux états, suspendue à une frontière invisible, et chacun savait que l'issue restait incertaine. Et dans ce combat silencieux, une vérité s'imposait peu à peu. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais un tournant pour tous ceux qui étaient impliqués. Le retour vers une zone plus accessible marquait un tournant, mais pas encore un soulagement. Chaque pas restait chargé d'une tension extrême, comme si la forêt refusait de les laisser partir sans laisser de traces. Sophia, portée avec précaution, semblait toujours suspendue entre deux états, et cette incertitude pesait sur chacun. À ce moment-là, Aurore ne pensait plus en termes de stratégie ou d'enquête. Tout son univers se réduisait à ce corps fragile qu'elle refusait de perdre. Chaque respiration de Sophia devenait un repère, une preuve qu'il fallait continuer, encore, malgré l'épuisement. Dans le même temps, William gardait son rôle de pilier, mais la fatigue commençait à apparaître dans ses gestes. Son regard, toujours concentré, laissait pourtant filtrer une inquiétude persistante. Il savait que le danger n'était pas écarté, seulement déplacé. Manon, elle, avançait avec une détermination presque silencieuse.
La peur ne l'avait pas quittée, mais elle s'était transformée. Elle n'était plus paralysante, elle devenait moteur, une force qui la poussait à rester présente, à ne pas céder. Pendant ce temps, l'arrivée progressive vers une zone où il pourrait être pris en charge apporta un espoir nouveau, mais fragile. Ce n'était pas encore une sécurité, seulement une transition, une possibilité. À ce moment-là, Aurore sentit ses forces la quitter par vagues. L'adrénaline qui l'avait portée jusque-là commençait à retomber, laissant place à une fatigue brutale, presque écrasante. Mais elle refusait de s'arrêter. Dans le même temps, Sophia sembla réagir légèrement, comme si son corps répondait par intermittence. Ce n'était pas suffisant pour rassurer, mais assez pour maintenir cette tension constante entre espoir et peur. William, attentif aux moindres détails, tenta de stabiliser la situation avec les moyens dont il disposait. Chaque geste devenait plus précis, plus essentiel, comme si tout pouvait se jouer dans ces instants intermédiaires. Pendant ce temps, Aurore observa la scène avec une intensité nouvelle. Elle ne participait plus seulement, elle absorbait chaque détail, chaque mouvement, comme si elle voulait graver cet instant dans sa mémoire, pour ne jamais oublier. Mais derrière cette attention extrême, une autre réalité commençait à émerger. Une fatigue mentale profonde, une fissure intérieure qui ne cessait de s'élargir. Elle avait tenu, jusque-là. Mais à quel prix? Dans le même temps, une pensée s'imposa, brutale, elle aurait pu perdre sa fille. Cette idée, qu'elle avait repoussée jusque-là, revenait avec une force dévastatrice, comme une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Elle tenta de la repousser, de revenir à l'action, mais cette peur restait là, ancrée, impossible à effacer. Et pour la première fois, elle comprit que même si Sophia s'en sortait, rien ne serait plus jamais comme avant. Pendant ce temps, au Calésia, la tension autour de Victor atteignait un niveau plus subtil, mais tout aussi préoccupant. Son agitation ne passait plus inaperçue, et son besoin de contrôler la situation devenait presque visible. L'ordinateur, toujours défaillant, représentait désormais un obstacle insupportable. Chaque tentative infructueuse renforçait une frustration qui ne cessait de croître, mais derrière cette frustration, il y avait autre chose. À ce moment-là, une inquiétude plus profonde commençait à émerger. Comme si Victor réalisait que ce qu'il risquait de perdre n'était pas seulement des données, mais quelque chose de bien plus compromettant. Dans le même temps, Adélaïde continuait d'observer, sans intervenir directement. Elle laissait les choses se dérouler, accumulant les indices, cherchant à comprendre ce qui se cachait réellement derrière ce comportement inhabituel. Leur relation, déjà fragile, semblait évoluer vers une forme de méfiance silencieuse. Aucun conflit ouvert, mais une distance nouvelle, comme si chacun sentait que l'autre dissimulait quelque chose. Pendant ce temps, l'enquête d'Aurore continuait de peser sur l'ensemble de la situation. Même absente, elle restait un point de référence, une présence invisible qui influençait les actions de chacun. Mais cette absence créait aussi un vide. Une place laissée libre, que d'autres pouvaient exploiter, consciemment ou non. Et cette idée commençait à prendre forme, discrètement. Dans le même temps, Alex, de son côté, se retrouvait face à un autre type de conséquences. La distance imposée avec Milo ne produisait pas l'effet attendu. Au contraire, elle renforçait un manque inattendu. Il tenta de se concentrer sur sa vie quotidienne, sur Chloé, sur son travail, mais quelque chose restait accroché, comme une pensée persistante qu'il ne pouvait pas faire disparaître. À ce moment-là, il réalisa que ce lien ne dépendait pas de la biologie. Il s'était construit autrement, dans un regard, dans une attente, dans une projection qu'il n'avait pas anticipée. Dans le même temps, l'image de Milo continuait de revenir, insistant, presque obsédante. Ce besoin de réponse, cette quête d'identité, faisait écho à une responsabilité qu'Alex n'avait pas choisie, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Karim, en observateur attentif, comprenait ce qui se jouait. Il voyait Alex évoluer, hésiter, se transformer. Et même s'il continuait de lui conseiller la distance, il savait que la réalité serait plus complexe. Pendant ce temps, dans la forêt, le groupe atteignait enfin un point où une prise en charge devenait possible. Ce moment, attendu, ne provoqua pas de soulagement immédiat, mais une transition. Sophia fut prise en charge, et pour la première fois, Aurore dut lâcher prise, ne serait-ce qu'un instant. Ce geste, simple en apparence, fut en réalité extrêmement difficile. À ce moment-là, tout ce qu'elle avait contenu jusque-là remonta à la surface. La peur, la tension, l'angoisse. Tout se mélangeait, créant une vague émotionnelle qu'elle ne pouvait plus repousser. Dans le même temps, elle resta debout, droite, comme si céder signifiait perdre le contrôle définitivement. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé.
Elle n'était plus seulement la policière qui gère une situation de crise. Elle était une mère qui venait de frôler l'irréparable. Et cette expérience la marquerait bien au-delà de cet instant. Pendant ce temps, au Calésia, les pièces du puzzle continuaient de s'assembler, lentement, discrètement. Mais une chose devenait de plus en plus claire, certaines vérités restaient encore cachées. Et parmi elles, celle que Victor tentait désespérément de protéger semblait prendre une importance grandissante. Le moment où Sofia fut enfin confiée à une prise en charge plus structurée marqua une rupture, mais pas un apaisement. L'urgence ne disparaissait pas, elle changeait simplement de forme, devenant plus silencieuse, plus intérieure, comme une tension qui refusait de se dissiper. À ce moment-là, Aurore resta immobile quelques secondes, comme si son corps refusait d'accepter que tout ne dépendait plus d'elle. Ce lâcher-prise imposé était brutal, presque violent, et révélait à quel point elle avait tenu jusque-là uniquement par la force de sa volonté. Dans le même temps, William continua d'accompagner le processus avec une précision intacte, mais son regard trahissait un épuisement profond. Il n'était plus seulement médecin, il redevenait père, et cette transition faisait remonter une émotion qu'il avait contenue jusqu'alors. Manon, elle, observa la scène avec une intensité nouvelle. Elle ne pleurait pas, ne parlait pas, mais quelque chose en elle avait changé. Cette expérience venait de briser une forme d'innocence, laissant place à une conscience plus dure, plus lucide. Pendant ce temps, l'état de Sofia restait incertain, suspendu à une évolution qui ne dépendait plus d'eux. Cette attente, presque insupportable, créait un vide, une absence d'action qui contrastait violemment avec l'intensité des moments précédents. À ce moment-là, Aurore sentit enfin la fatigue la submerger complètement. Elle s'assit, presque malgré elle, comme si son corps réclamait ce qu'elle lui avait refusé pendant des heures. Mais même immobile, son esprit restait en alerte. Dans le même temps, une transformation silencieuse s'opérait en elle. Ce qu'elle venait de vivre dépassait le cadre d'une intervention ou d'une enquête. C'était une expérience qui la marquait en profondeur, redéfinissant ses priorités, ses limites. Elle comprenait désormais que certaines situations échappaient à toute maîtrise, que même les plus préparés pouvaient se retrouver impuissants. Et cette prise de conscience, loin de l'affaiblir, lui donnait une nouvelle forme de lucidité. Pendant ce temps, au Calésia, les tensions accumulées commençaient à produire leurs effets. Victor, toujours confronté à son ordinateur défaillant, semblait de plus en plus isolé dans son propre espace, comme coupé du reste des événements. À ce moment-là, son comportement devenait difficile à ignorer. Ce n'était plus seulement de l'agacement, mais une inquiétude persistante, presque nerveuse. Il protégeait quelque chose, et cette évidence s'imposait de plus en plus clairement. Dans le même temps, Adélaïde, sans intervenir directement, avait déjà compris que Victor n'était pas un simple témoin. Son attitude, ses réactions, tout indiquait qu'il détenait une pièce importante du puzzle. Le lien entre les événements commençait à apparaître, encore flou, mais réel. L'enquête d'Aurore, les révélations de Quentin et Léa, le comportement de Victor, tout semblait converger vers une vérité encore incomplète. Pendant ce temps, Alex, de son côté, continuait de naviguer dans une zone d'incertitude émotionnelle. La réponse de Sonia n'avait pas mis fin à ses interrogations, elle les avait simplement transformées. À ce moment-là, il comprenait que la question n'était plus de savoir s'il était le père de Milo, mais quelle place il occupait dans cette histoire. Et cette place, aussi fragile soit-elle, avait déjà commencé à exister. Dans le même temps, l'image de Milo, posant encore et encore la même question, revenait avec une force nouvelle. Ce besoin de savoir, cette quête d'identité, créait un écho auquel Alex ne pouvait plus rester insensible. Karim, en observant l'évolution de la situation, comprenait que les choses ne s'arrêteraient pas là. Même si la raison dictait la distance, les émotions, elles, suivaient une logique différente, plus imprévisible. Pendant ce temps, l'histoire de Marceau prenait une tournure plus apaisée, mais révélatrice. Son choix d'assumer seul les conséquences de ses actes marquait une évolution, un début de prise de conscience. À ce moment-là, son attitude changeait. Il ne cherchait plus à fuir ou à se cacher derrière les autres. Il acceptait, pour la première fois, de faire face, même si cela impliquait de renoncer à une certaine image. Dans le même temps, Erika observait cette transformation avec un mélange de surprise et de prudence. Elle savait que ces changements pouvaient être fragiles, mais ils restaient significatifs. Pendant ce temps, les différentes histoires continuaient de se tisser, chacune à son rythme, chacune avec ses tensions, ses incertitudes. Mais une chose devenait évidente, tout était lié, d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, une ligne invisible semblait se dessiner entre tous ces événements.
L'accident de Sofia, les mensonges de Léa et Quentin, les secrets de Victor, les doutes d'Alex. Rien n'était isolé. Dans le même temps, l'avenir restait incertain. Sofia devait encore lutter, Aurore devait se reconstruire intérieurement, et l'enquête devait avancer, malgré les zones d'ombre. Mais une certitude s'imposait peu à peu, les vérités cachées ne resteraient pas enfouies éternellement. Et lorsque tout éclaterait, les conséquences pourraient être bien plus graves que ce que chacun imaginait.